Bonjour à tous et merci également pour l'invitation à participer à cette journée. Journée qui, je m'en réjouis, se passe dans une école d'architecture et donc ce qui permet aussi d'avoir beaucoup d'étudiants. Ce qui est bien parce que il y a 25 ans, quand j'étais moi-même étudiante, la pierre n'en était pas là. Toutes les discussions sur la pierre et ce qu'on a pu entendre aussi ce matin, on n'en était pas là non plus. Donc j'ai moi-même fait mes études à l'école d'architecture de Grenoble et lorsque j'ai commencé, venant d'un milieu de pierreux, comme on les appelle ici dans la construction, j'avais un grand-père carrier et un père marbrier, et donc j'avais touché à la pierre en étant ado. Comme souvent les enfants d'artisans sont confrontés comme ça au quotidien au métier de leurs parents. Et en arrivant à l'école d'architecture, donc je suis rentrée parce que j'avais envie de construire, j'avais besoin du contact avec la matière notamment. Et à Grenoble, j'ai du coup très vite travaillé avec le cratère, puisque là-bas, c'était le laboratoire de terre qui était implanté dans l'école et donc avec Patrice Dohat, qui était mon professeur en première année, dont je suis devenue ensuite l'assistante. Donc on a manipulé comme ça à l'échelle 1, on faisait quelque chose de fantastique. C'était en 95. 95, c'était le premier plan Vigipirate. Enfin, je ne sais pas si c'était le premier, mais c'était le plan Vigipirate qui avait eu la bonne idée de condamner les garages de l'école. Donc il n'y avait plus de voitures dans les garages et Patrice Dohat, opportuniste comme il est, avait utilisé les garages pour nous faire construire ce qu'on appelait la cathédrale en chantier. Donc les grands ateliers de l'île d'Abo n'existaient pas encore. Et donc on avait la chance en première année d'enfiler un bleu de travail et d'aller passer tous nos après-midi dans les garages pour construire, monter des coupoles, des piliers, fabriquer des tuiles, faire des charpentes également. Donc c'est comme ça qu'on a découvert Philibert Delorme. Donc l'art de bâtir, de bien bâtir à petits frais. Donc ça aussi c'est très important parce qu'on comprend qu'on fait avec ce qu'on a aussi et que c'est souvent la restriction qui oblige à devenir intelligent en quelque sorte. Et c'est aussi pour ça que j'ai appelé cette intervention plus de matière grise pour moins d'énergie grise. Je pense que toutes les interventions qui viennent d'avoir lieu l'ont montré également, c'est-à-dire que ça suppose, en fait, pour faire circuit court, pour faire développement durable, pour faire peu énergivore, il faut dépenser beaucoup d'énergie et beaucoup de temps de réflexion, beaucoup de recherche et développement. Et donc voilà, c'est vraiment cette envie de bâtir au départ qui m'a poussée dans une école d'architecture. J'ai fait un CAP charpente également au cours du soir pendant 2 ans pour mieux connaître aussi le bois, puisque la pierre en fait c'était classé cours d'histoire, etc. J'ai fait 1 an à Rome, ce qui a confirmé effectivement. On pourrait penser le contraire d'une ville comme Rome, mais ça a confirmé l'état des choses. C'était l'époque où Richard Meyer construisait l'église du Jubilé, Renzo Piano faisait son auditorium. Donc voilà, on est confronté aux vieilles pierres, entre guillemets, et en même temps, c'est l'histoire de l'architecture bat son plein, suit son cours, et puis la pierre, ça appartient au passé. Voilà, donc c'est en fait en rentrant de Rome que j'ai rencontré Gilles Perrodin, qui était venu à l'école de Grenoble faire un petit cours quand j'étais en 5e année. Et j'ai travaillé avec lui pendant 12 ans, donc dont 8 associés. Et on a donc travaillé ensemble sur une partie des projets. Bien sûr, pour moi, c'était une respiration parce que je pouvais enfin confronter en fait, l'envie de continuer avec la pierre aussi et de comprendre que la pierre, ce n'était pas seulement le passé, ça pouvait aussi être le présent et surtout le futur. Alors, nous, acteurs de la construction, sommes en première ligne confrontés à ces questions environnementales. Pour chaque décision, chaque décision prise pour faire un projet nous conduit à nous poser tout un tas de questions, bien sûr pour les usages, pour répondre au cahier des charges, au budget des clients, mais aussi par rapport à la planète, puisque le secteur dans lequel on évolue, le bâtiment, vous le savez déjà, correspond à l'un des plus gros en termes d'énergie consommée et le deuxième, mais bon, qui prend un bon quart des émissions de CO2. Donc, bien sûr,
on doit se poser cette question, c'est inévitable, c'est un peu le b.a.-ba. Aujourd'hui, on a parlé un peu du développement durable ce matin, mais seulement, quels sont les travers de tout ça aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire que ben, voilà, le dessin, vaut mieux qu'un long discours, mais c'est-à-dire qu'on est en train de se dévoyer, on trouve sans cesse des pansements, des sortes de solutions qui permettent d'améliorer le bâtiment. Alors moi, j'appelle ça un peu le règne du polystyrène aujourd'hui, parce qu'on s'est dit, c'est le polystyrène qui va résoudre tous nos problèmes, et du coup, c'est lui qui dicte les maux des natures et qui fait chatoyer l'enduit. Donc voilà, plus on pompe et plus il faut pomper, etc. Donc on est un petit peu dans un cercle vicieux, et c'était bon justement de freiner à temps et de regarder un peu les choses autrement. Ce graphique est éloquent aussi et parle de lui-même, donc pour montrer que la pierre est le matériau qui a le plus faible coût en énergie quand on parle bien sûr du coût global. Donc par rapport à ça aussi, donc la pierre, on l'a dit, c'est aussi une ressource disponible, c'est l'envie aussi de retrouver les gestes de la construction, c'est l'art de construire bien sûr, mais c'est aussi construire durable. Tout à l'heure, Pascal Delru, je ne sais pas s'il est encore là, a parlé aussi de cette durabilité. Aujourd'hui, il faut savoir que ce qu'on construit, ça dure environ 20 ans. Comme disait Coluche, autrement dit, quand vous aurez fini de payer, les ruines seront à vous. C'est à peu près ça. On n'inscrit plus la construction pour la transmettre. On se dit pourvu que ça dure 10 ans. D'ailleurs, on a la décennale qui est prévue pour ça. Donc voilà, on est vraiment sur plutôt des temps courts. Et donc la pierre permet donc d'envisager le bâtiment, la transmission à plus long terme. Alors on pourrait se dire, oui, mais aujourd'hui, il faut penser à la flexibilité. C'est un peu aussi une notion à la mode, cette flexibilité. On veut qu'on puisse bouger toujours l'usage des bâtiments qu'on construit. Et puis un jour, je suis tombée sur une citation de Luigi Snozzi, qui est un architecte tessinois, vous devez connaître, qui fait plutôt des choses très apparemment rationnelles, figées, plutôt en béton en général ou en moellon de briques, etc. Et Luigi Snozzi disait, si tu cherches la flexibilité, construis toujours tes murs avec de la pierre. Alors je vous laisse méditer, moi j'avais médité un petit peu cette phrase, mais ça veut dire aussi que nos bâtiments en pierre, à partir du moment où ils sont conçus, imaginés, dessinés avec une certaine rationalité constructive, avec des trames, avec des rythmes, des proportions, etc. Sans doute, cela leur permet de se plier ensuite à différents usages. Et d'ailleurs, on voit bien à Paris comme ailleurs que tout le patrimoine haussmannien qui était fait pour des grands appartements, par exemple, à une époque où on avait des très grands appartements, sont devenus des plus petits appartements quand on les a recoupés pour les rediviser, ou des bureaux, etc. Donc on s'aperçoit que finalement, on n'est pas obligé de bouger des murs pour rendre une architecture flexible. Donc il faut se dire que la pierre et sa rigidité, donc on s'imagine bien que chaque matin, on ne va pas déplacer des murs en pierre, mais ce n'est pas un frein à l'emploi dans les préoccupations d'aujourd'hui. Alors, comme on parle de matière grise, j'ai listé aussi en guise d'intro 6 intelligences, des intelligences de la pierre, parce que la pierre souffre aussi beaucoup d'idées reçues, c'est cher, c'est lourd, c'est plein de choses, voilà. Il n'y en a plus, etc. Donc il faut aussi arriver à conforter son discours et sa pratique avec disons, les bonnes raisons de construire en pierre. Donc il y a bien sûr une intelligence urbaine qui fait que, alors les illustrations, vous les reconnaissez, les projets que Gilles a montrés ce matin, mais donc ici les logements sociaux de Cornebarieux ou encore le chai viticole des Moniales à Solan. Mais en fait, avec la pierre, on arrive à intégrer un patrimoine déjà là, sans faire du mimétisme, sans faire du pastiche, par exemple, ce n'était pas le cas justement à Solan, mais on arrive à trouver par de l'harmonie de ton, de hauteur, de proportion, une intégration dans un déjà là, dans de l'urbain. Une intelligence sociale au double sens, au sens déjà des gens. En fait, on ne pense jamais
au temps du chantier. On pense toujours à un bâtiment une fois qu'il est livré. C'est un peu comme si c'était le premier jour de la vie du bâtiment. C'est vrai, c'est la remise des clés, donc ça correspond symboliquement effectivement au premier jour du bâtiment. Mais il y a aussi le temps du chantier. Le temps du chantier, le bâtiment appartient aux entreprises, même d'un point de vue juridique. C'est un louage d'ouvrage, le contrat. Donc, les entreprises en sont responsables et il faut aussi qu'elles s'épanouissent. Et moi, en sortant de l'école, j'ai donc travaillé avec Gilles, on a fait le premier chantier, une des caves qu'il a montré. Et en allant là-bas, un jour, un ouvrier, le chef de chantier, m'a raconté que le dimanche, il emmenait sa femme et ses enfants visiter le chantier. Et ça m'a émue. J'en suis encore émue 20 ans après quand je le dis, parce qu'on se dit c'est quand même des métiers pénibles et savoir que ces gens-là qui se donnent du mal, qui sont aux intempéries, au chaud, au froid, très tôt le matin, etc., que ces gens-là puissent avoir une fierté aussi de leur travail, c'est quelque chose de vraiment très beau. Ça m'avait beaucoup touchée et c'est quelque chose que j'ai encore constaté par la suite. La fierté de construire quelque chose. Et ensuite, les usagers, bien sûr, ici c'était par exemple les logements sociaux. Donc j'ai mis cette petite image en clin d'œil à ce que... Comment appeler ça, Pascal, tout à l'heure, les faits du quotidien, ou je ne sais plus, j'ai trouvé ça joli. Là, par exemple, j'étais allée quelques années après la livraison voir le bâtiment, le faire visiter à des étudiants de Toulouse, je crois. Et c'était la période de Noël. Donc voilà, on se dit, il faut vraiment savoir qu'on fait des bâtiments pour les habitants. Et c'est le pot de fleurs, c'est le bienvenu, c'est le nain de jardin, c'est le Père Noël. Voilà, il faut aussi savoir être touché par ça. C'est une façon de s'approprier. Et ces logements sociaux, dont j'ai vu le promoteur récemment, donc bien des années après la livraison, puisqu'ils ont été livrés en 2011, m'a dit « Je suis vraiment très content. Les habitants ne dégradent pas les lieux, j'ai pas de turnover, j'ai pas eu beaucoup d'entretien à faire, donc il a su très tôt, et c'est aussi pour ça que l'opération avait bien réussi, il a su très tôt intégrer dans son coût global le coût de la maintenance. Et ça, c'est important aussi, parce que quand on parle d'un budget, c'est toujours pareil, on donne un nombre d'euros au mètre carré, mais c'est à l'instant T, à la livraison du chantier. Il faudrait commencer à avoir, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, quel est le coût des bâtiments, et faire peut-être une moyenne. Donc une intelligence constructive également, donc où on l'a vu, on a des blocs qui arrivent sur un chantier, ils sont posés au moyen d'engins de levage, on a des chantiers propres, vous l'avez sûrement remarqué dans toutes les photos qu'on a vues des interventions précédentes. Donc voilà, on a des chantiers propres, rapides aussi. Une intelligence économique parce que quand c'est bien pensé, bien anticipé, la pierre n'est pas plus chère que d'autres matériaux. Ici, dans ce graphique, la partie jaune, qui correspond à 11,5%, c'est le coût de la pierre ramené à la totalité du chantier de cette opération à Toulouse. Opération dont tous les murs sont en pierre, les garages sont en pierre, etc. Donc le coût de la pierre, c'est 11,5% de l'opération globale. Et enfin, une intelligence énergétique. Donc, les petits graphiques qui comparent la pierre au béton, c'est pas pour dire que le béton c'est pas bien, mais quand on voit ça, on se dit que c'est le béton qui va devenir bientôt un matériau de luxe. Voilà, donc les comparaisons, c'est juste parce que tout le monde connaît le béton qu'on compare avec le béton, mais conductivité thermique en termes de bilan environnemental et en termes de consommation en eau. Donc le béton étant en gris. Alors, ce que je vais vous montrer là, c'est d'abord quelques nouveautés très rapidement. En général, j'aime pas montrer les choses avant qu'elles sont les projets avant la livraison, mais voilà, je vais le faire quand même rapidement. Je vais parler d'un projet que j'ai intitulé Le réflexe de la pierre, un autre qui est en chantier actuellement et pour lequel il y a un petit clin d'œil parce qu'il y a presque autant de pierres dans le bâtiment que d'habitants dans le village. C'est un argument qui a beaucoup plu au maire et qui s'en sert maintenant dans son discours, dans son discours politique. Ensuite, pourquoi ne pas faire en pierre ce qu'on pourrait faire en pierre ? Ça rejoint aussi l'idée du réflexe de la pierre. On peut penser à la pierre systématiquement et pas que dans certains cas. Et enfin, le traditionnel, ce n'est pas ce que vous croyez.
Alors, les concours gagnés récemment, l'année dernière, ça c'est un immeuble de logement en pierre à la Croix-Rousse. Croix-Rousse, c'est un des quartiers les plus denses d'Europe. Donc, c'est pas moi directement qui ai fait ça, mais c'est un binôme d'architectes qui a été sélectionné pour faire ce concours et qui, en phase concours, a fait appel à moi avec la volonté de faire en pierre. Donc, j'ai intégré l'équipe en tant que conseiller extérieur. Je leur ai aussi donné des idées sur l'écriture architecturale de la façade pour justement proposer quelque chose. Donc c'est un concours qui a été gagné, ensuite on a gagné le concours, mais la Croix-Rousse c'est aussi le quartier des canuts, donc du tissage, et on a fait tout un travail sur les proportions de fenêtres et en même temps sur les profondeurs de pierre pour rappeler cette notion du tissage en fait, avec différentes épaisseurs de pierre, on le voit, qui permettent à la fois de glisser des menuiseries dedans, etc., et d'avoir ce relief. Voilà. Ensuite, très récemment, on a gagné un concours pour un village d'entreprise. Donc, c'est dans l'ouest lyonnais. Ça, c'est la perspective du concours. Donc, ce sont des ateliers d'artisans. Alors, il y a 12 lots. Et donc, pour une fois, les artisans vont vraiment investir dans la pierre. Vous savez qu'on dit toujours investir dans la pierre, même si on n'investit jamais dans la pierre. Les 3/4 du temps, ce n'est pas vraiment de la pierre ce qu'on achète. Mais en l'occurrence, là, donc, c'était un concours. Donc ici, le plan, en fait, ce sont des ateliers qui fonctionnent 2 par 2 avec des tailles différentes. Ça, ce n'est pas tout à fait la dernière version du plan, mais il y a 3 tailles différentes en termes d'ateliers. Ça va de 100 à 140 mètres carrés, 160, pardon. Et ça permet donc aux artisans qui achèteront ces espaces d'avoir un grand volume, plus un volume sur 2 niveaux à l'entrée, avec une partie bureau. Ici, c'est un parking qu'on a gagné aussi récemment. Lundi, je présenterai l'avant-projet détaillé. Donc, c'est dans une commune aussi de l'Est, cette fois, des Monts du Lyonnais. Donc, les Monts du Lyonnais, c'est aussi ce qu'on appelle les Monts d'Or. Donc, il y a cette pierre dorée, la pierre dorée des Monts d'Or. Et donc là, ici, pour ce projet, nous, on a proposé en fait le terrain qui était ici. Donc, c'était un verger. La mairie a racheté ce terrain et pour en faire un parking. Et donc nous, l'idée du parking, c'était donc un parking sur 2 niveaux, qui s'était demandé, mais on a souhaité que le parking n'empêche pas la fonction qui allait être perdue donc, du jardin, puisqu'on garde l'idée d'un jardin à la fois latéral et au-dessus du parking avec un couvert végétal qui protégera à la fois les voitures et le voisinage, puisque des logements surplombent ce parking. Voilà un petit peu, donc on voit ici des logements qui sont sur plomb et donc le projet est circulaire pour des raisons fonctionnelles, pour des raisons constructives aussi, et vient interrompre de fait ces murs qui entouraient le jardin. Et donc on va réinterpréter en quelque sorte la façade des murs en pierre dorée. On la réinterprète en pierre en plus gros bloc de pierre qui sera aussi de la pierre dorée, donc pour garder cette idée de la continuité, mais dans une écriture différente. Ces pierres étant des éléments ajourés permettront aussi de la lumière naturelle, la ventilation naturelle, donc un agrément aussi dans le parking. Voilà, on a aussi... ça c'est... Alors ça va, vous n'avez pas fait la même tête que mon économiste quand je lui ai montré ça. C'est l'idée pour l'édicule d'escalier qui va passer d'un niveau à l'autre. Alors voilà, c'est pas encore garanti que ça se termine comme ça, mais du coup, je suis en train de le chiffrer moi-même. Alors, parce que l'économiste a fait des bons, évidemment, quand on lui a dit que pourquoi pas le faire comme ça, en pierre en plus, pourquoi pas. Enfin, et du coup, vous voyez aussi le plaisir avec la pierre de dessiner. En fait, ça c'est important aussi pour les étudiants, c'est qu'on est conduit assez naturellement à dessiner davantage de choses. Vous avez vu les calepins, les appareillages, etc. Et donc on refait un peu des épures, des rabattements, et ça procure aussi beaucoup de plaisir de faire ce genre de choses. Alors, le réflexe de la pierre, c'est
pour des projets beaucoup plus... sur des petites échelles ou sur des rénovations. En fait, cette maison, cette grosse maison, est à Divonne-les-Bains et c'est ce qu'on appelle une ferme gessienne du pays de Gex. Divonne, c'est à côté de Genève, mais c'est dans l'Ain. En fait, cette maison, elle était séparée en 6, donc il y avait 6 occupants et mes clients avaient vous voyez la clôture ici, donc grosso modo toute cette partie-là. Alors, cette maison, elle était au début, comme vous voyez à gauche. Et les voisins avaient bien avancé déjà leurs travaux. Les voisins n'avaient pas d'architecte, je crois, ils faisaient eux-mêmes, enfin bref, où ils avaient limité le permis de construire. Et donc on voit que les créations d'ouverture dans cette maçonnerie vaguement enduite, les nouvelles ouvertures étaient faites en béton, encadrement en béton, balcon en béton, piliers en béton. Ici, là, la photo est un peu coupée, mais... et nous, on s'est occupé de la partie, de cette partie-là. On a créé cette grande ouverture qui fait 2 niveaux et demi, enfin 1, 2 et puis une mezzanine de couchage encore au-dessus. Et puis en fait, on retrouve la maçonnerie en pierre et ces encadrements, pourquoi les faire en béton alors qu'on peut les faire en pierre? Donc on les a fait en pierre. Et je vous passe l'indigence suprême qui était de l'autre côté. Je n'ai pas retrouvé la photo, mais dans la partie du voisin, il y avait un œil. Ils ont fait un œil de bœuf. Et comment ils ont fait l'œil de bœuf dans la maçonnerie existante? Avec les gaines de réseau, vous savez, qui s'emboîtent en béton, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc c'était ça dans un mur. On peut se dire, tiens, c'est malin, c'est astucieux, mais alors c'est un sacré pied de nez au métier, c'est la mort de tous les savoir-faire et tout ça. De se dire, on en est arrivé là quand même. Faire un œil de bœuf avec une bouche d'eau usée, c'est coquet à Divonne-les-Bains, voilà. Bon, alors, parce qu'on perd cette habitude de dire, mais on fait un œil de bœuf, très bien, on le maçonne. Après, il peut être en brique, en pierre, peu importe, mais retrouver aussi la façon de dessiner. Donc, je m'adresse aussi aux jeunes architectes, dessiner, appareiller un arc, appareiller un œil de bœuf, pourquoi pas, mais pitié, ne le faites pas avec une bouche d'égout. Donc voilà, ici ce sont des choses très, très, très sobres, en fait, très simples, des piliers qui font 20 par 20, mais qui sont monolithes, donc qui font les hauteurs, les jambages, un petit balcon. On voit le travail de la ciselure, du bouchardé, la goutte d'eau, etc. Donc des choses à la portée des entreprises. Les entreprises ont la capacité de faire ça. Je pense qu'il y en a dans la salle, elles demandent que ça, qu'on leur dessine des choses à faire comme ça, puis elles vont adapter les plans, nous corriger si on fait des erreurs. Mais vous voyez, ça reste des choses tout à fait modestes. Le balcon, la serrurerie intégrée sur ce balcon, etc. À l'intérieur aussi, des créations d'ouverture. Eh bien, voilà, on perce le mur existant qui fait 50 cm de profondeur. On fait un encadrement en pierre. Un trou pour la cheminée, pareil. Il n'y a pas de raison de faire du béton et de l'enduire. Voilà, la pierre a toute sa place dans ces petites choses, entre guillemets. Alors, autant de pierres que d'habitants, c'est pour une auberge à Darézé, c'est dans le Haut-Beaujolais, toujours l'ouest lyonnais. Donc c'est un chantier qui est en cours. Il s'agit d'un projet neuf, donc c'est un restaurant, cuisine, bar, dépôt de pain. Le village est tellement petit qu'il n'y a pas de boulangerie, donc c'est l'auberge qui fera des pots de pain. Ça, c'était des documents de la phase concours. Donc, c'est un concours qu'on a gagné. Et en gros, certains ont parlé de l'art de bâtir et tout ça. J'avais repris un petit peu les 3 principes qu'avait dicté Vitruve et repris ensuite par Alberti à la Renaissance. Mais la Venustas, Firmitas et Utilitas. Donc en gros le beau, l'utile et le durable. Comme j'avais pris ça un peu comme fil conducteur, quoi. Alors le beau, vous allez me dire, c'est quoi le beau? C'est subjectif. Alors je repensais à Philibert Delorme justement, l'art de bien bâtir à petits frais. Le beau, en fait, c'est peut-être qu'aujourd'hui ce serait ce qui est durable justement.
C'est aussi ce qui est écologique, environnemental. Et puis, c'est aussi peut-être ce qui est bien construit. Alors, bon, vous observerez dans ces images de synthèse qui sont vraiment de stade esquisse que les pierres changent. Il y avait des pierres dorées, des plus grosses pierres. Donc, c'est les tâtonnements aussi que veulent ce genre de mise au point, quoi. Quand on commence une esquisse et puis qu'on la développe, on tâtonne. Donc des vues intérieures de cette grande salle de restaurant avec les vues sur les ouvertures sur les coteaux du Beaujolais. Donc cette auberge en cours de construction. Ah voilà, bon, j'avais un petit désordre dans les diapos, mais en fait, elle est là et elle va restructurer aussi le centre-bourg. C'est ces villages, un peu, ces villages route nationale qui sont juste traversés par une route. Il se passe des choses au droit de la route et puis derrière, plus grand-chose. Donc les CAUE se sont beaucoup penchés sur ces problématiques des centres-bourgs. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé sur l'auberge. Et c'est l'occasion aussi de retravailler une place, revoir le parking et sans doute les routes aussi. Donc ça, c'est un travail un peu sur un plus long terme. Mais où on a fait quelques esquisses aussi de ce belvédère ici, qui ne fait pas partie rigoureusement du projet de l'auberge, mais qui va se développer sans doute après. Donc je vais passer un peu vite. On voit ici l'auberge dans le village. Et j'en viens au calepin, au carnet de l'appareillage, puisque ce type de construction, vous l'avez vu déjà, suppose de faire les plans de calpinage, d'appareillage. Alors attention, ça c'est la mission EXE, là je parle un peu mission de maîtrise d'œuvre, c'est des choses qu'on fait avec une mission d'EXE. Donc il faut aussi, souvent les architectes ne vont pas se battre pour avoir l'EXE, en fait il faut, parce que d'abord on fait pas ça si on n'a pas l'EXE, et en fait il faut conseiller votre client, le convaincre de vous confier la mission EXE pour faire ce travail-là. Donc c'est un carnet que nous faisons, nous, en interne à l'agence, et que nous faisons ensuite signer au bureau de contrôle et à l'ingénieur structure de l'équipe. C'est pour ça que dans la page de garde, on avait les encarts pour leur signature. Et on donne aussi en préambule la fiche technique de la pierre qu'on a choisie, ses caractéristiques, masse volumique, porosité, les caractéristiques principales. On donne aussi les tolérances dimensionnelles, c'est-à-dire qu'on travaille en lien avec la carrière au préalable et on va se mettre d'accord tous ensemble en fonction des caractéristiques de la pierre, bien sûr, mais en fonction des outils dont dispose la carrière, en fonction de nos souhaits et de ceux du maître d'ouvrage. On va définir les tolérances dimensionnelles. On va définir aussi les moyens de levage. On peut aller jusqu'à définir la palettisation aussi. C'est ce qu'on avait fait avec Gilles sur le chantier à Toulouse, parce qu'à un moment, le maçon n'y arrivait pas. Il me dit, j'ai un coût de transport supérieur à ce que vous aviez estimé, parce que le transporteur ne voulait pas mettre 2 pierres ensemble sur une palette. Il avait peur que dans le virage, ça se renverse. Donc, on avait dû aider le maçon qui faisait un chantier en pierre pour la première fois. En fait, ce qu'il n'a pas dit et que je n'ai pas encore dit non plus, c'est que tous ces chantiers ont toujours été faits avec des entreprises différentes et avec des entreprises qui, souvent, le faisaient pour la première fois. Donc ça ne suppose pas non plus des connaissances particulière, c'est au contraire une adaptation qui est plutôt rapide et un engouement. La chose qui est commune à tous, c'est l'envie d'en faire un deuxième. Donc c'est plutôt bien. Et là, pour en revenir aux pierres, donc voilà, c'est des choses qu'on peut aider à définir. Donc les joints aussi, alors je vais passer un peu vite, mais la mise en œuvre, on a parlé ce matin des joints, donc on donne dans ce carnet de calpinage la nature des joints. Donc effectivement, poussière de pierre, chaud, dans telle ou telle proportion. Nous, on avait joint un petit dessin aussi pour préciser la nature des bois, des cales, parce que certains bois peuvent tacher la pierre. Donc voilà, on peut aller jusqu'à ces précisions-là. Dire aussi qu'on ne souhaite pas qu'il y ait des cales noyées, parce que ça crée des points durs. Et ensuite, la descente de charge on ne permet pas d'utiliser toute l'épaisseur de la pierre.
Donc voilà, on fait ce genre de précision. La première assise, c'est différent. Sur la longrine en béton, on a un mortier différent qui est fait au ciment fin pour éviter les remontées capillaires. Et donc le carnet de calpinage, alors je vous passe vous passe pas les 58 pages, voilà, mais on dessine en 3D avec un doublon en 2D pour vérifier de ne pas faire d'erreur. Donc c'est un double travail, voire triple, puisqu'ensuite on fait un tableau sur un tableur où on reprend les couleurs pour que le carrier, le maçon s'y retrouve. Et ça, c'est des documents, souvent, nous, architectes, on se plaint quand on arrive sur un chantier, on dit « mais personne ne regarde nos plans ». Les plans, ils sont sur une étagère dans la cabane de chantier, personne ne les a. Et quand on fait des chantiers en pierre, ça m'est jamais arrivé par contre. C'est systématique, c'est vraiment c'est la notice de montage. Donc ça, c'est aussi quelque chose de plutôt bien, c'est qu'au moins, on regarde les plans. Donc voilà quelques images là qui défilent, où chaque couleur correspond à un type de pierre. Ici en 2D, donc vous reconnaissez un logiciel différent. Donc c'est tout fait en doublon, ce qui permet d'essayer en tout cas d'éviter les erreurs. Et sur ce projet, je crois que c'est un des plus complexes que j'ai fait en termes de calpinage. Je crois que je ne referai pas aussi compliqué d'ailleurs, parce qu'il y avait des choses assez coton. Voilà, on a parlé aussi texture, sillage, donc c'est particulier. Il faut savoir qu'une pierre brute de sillage présente la trace de l'outil qu'il a scié, que ce soit du fil, un disque. Donc après, on laisse pas, c'est à chacun de le définir, mais chaque intervention rajoute aussi une prestation, donc un coût. Il faut le savoir. Donc voilà, dans le carnet de calpinage, toujours les suggestions de découpe pour des intégrations d'eau pluviale, notamment pour des appuis de fenêtres, où on dessine un regingot taillé dans la masse, pour des questions évidentes après d'étanchéité et d'efficacité de l'appui. Donc voilà. Des ouvertures un peu particulières avec des embrasures inversées. Normalement, c'est vers l'intérieur, mais là, on a fait vers l'extérieur. C'est la façade est, donc on avait... Comme c'est blanc, je ne sais pas si les contrastes se voient bien, mais voilà, c'est cette façade-là. Donc l'ouverture fait à peu près 1,13 m. Je pense que ça plaira à Pascal, je ne sais pas. 113 pour avoir ensuite une impression plus grande, quoi. On a des assises de 70, donc on dessine un carré dans le carré, quoi. Voilà, enfin, on s'amuse bien. Et sinon, pour donner aussi un peu plus de hauteur à certaines portes plus courantes, on fait ce que vous voyez là. En fait, c'est pas un appui de fenêtre, c'est un linteau. C'est un linteau à plat de la partie ici, là, par exemple, sur des portes-fenêtres qui sont qu'à 2,10, quand celles du restaurant sont à 2,80, en fait, on a fait cette petite astuce pour donner un peu plus d'élévation à la façade. On a aussi également des parties rampantes, puisqu'on a des toits en pente. Donc des parties rampantes avec, pareil, regingot. Ça, c'est la partie rampante en toiture du pignon, avec un petit regingot pour qu'ensuite les charpentiers viennent recouvrir le mur pignon. Des corniches également qui vont aller ici. Corniche traversée par l'eau pluviale. Ouah, alors celle-là, je ne la referai pas. Ça donne ça ici. C'est celle-là. Voilà. Alors la pose. Alors on avait fait une cérémonie, non pas de la première pierre, mais de la 100e pierre, parce que ça tombait pendant les journées de la pierre à Montalieu, dans le cadre de visites. Donc on avait appelé ça la journée de la 100e pierre et la pose de la 100e pierre. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la fierté des gens, ces deux là qui posent les pierres depuis le début. Ça se passait à 19h30. Eux, ils étaient là depuis 7h le matin et ils ont dit non, mais on sera là. Il y avait les habitants, il y avait tout le monde, il y avait un petit coup à boire. Mais voilà, c'est des gens qui ont fait leur journée déjà, qui ont la journée dans les pattes et qui restent jusqu'à tard pour faire une démonstration devant le public, qui le font avec plaisir. Ils ont eu leurs photos dans Pierre Actual, je leur ai offert la revue, ils étaient contents. Non, mais c'est vraiment... on n'imagine pas à quel point ces gens-là, quand ils rentrent chez eux, devant leur famille, dire voilà, j'étais dans la revue, j'ai fait... Il y avait des habitants, il y avait du monde qui a applaudi, enfin tout ça, ça redonne vraiment
l'envie. J'ai souvent eu des maçons qui m'ont dit « Votre chantier, il met le bazar dans mon équipe parce que tout le monde veut faire celui-là et plus les autres. » Donc, il faut gérer après. Voilà, c'est plutôt bon signe en tout cas. Ça, c'est un petit détail. J'ai encore quoi, 5 minutes? Non, 10? Bon, ça c'est... Ouais, bah, je me dépêche. Ça, c'était des rainures qu'on a fait en carrière, mais pour intégrer la dalle. Donc on ne les casse pas en carrière parce que ça fragiliserait trop la pierre après pendant le transport et les manipulations. C'est une fois que la pierre est mise en œuvre qu'on vient casser les dents du peigne et intégrer le ferraillage et la dalle. Alors, pourquoi ne pas faire en pierre ce qu'on pourrait faire en pierre? C'est un exercice que j'avais fait grâce à Rocalia, version 1, donc 2017. Et pour préparer Rocalia, l'association Ronapi m'avait confié la conception du pavillon de la presse. Et pour ça, j'avais choisi de dessiner plusieurs éléments. En fait, je m'étais dit, il faut dessiner des objets en quelque sorte. C'était un peu du design, je n'étais pas très à l'aise avec ça, j'en avais pas vraiment fait. Et je me suis dit, c'est en fait l'occasion de mettre en valeur les pierres. Alors ça, c'est la carte de Rhône-Alpes, donc faite par Ronapi. L'idée, c'était que ce pavillon présente la diversité des pierres, mais en même temps la diversité des entreprises de l'association. Et j'avais confié à chacune des entreprises volontaires la réalisation d'une pierre qui était donc dessinée sur mesure, et l'ensemble faisait ensuite ce pavillon, donc délimité par toutes ces pierres, toutes différentes, en nature, en forme et tout ça. Et l'idée, c'était de mettre en valeur toutes les possibilités des pierres, donc les pierres elles-mêmes, et puis donc sous forme de petits hôtels ou d'assises ou de tables basses. Il y avait une déclinaison de mobilier, donc 17 pièces en tout, qui permettait donc de valoriser celui qui sait faire de la pierre collée. Là, c'était des chutes entrecroisées, une chaise longue coupée au fil, etc. Chaise à bascule de 800 kg. Un bloc brut, parce que c'est beau aussi quand c'est brut. Et puis c'est surtout, ça c'est un bloc de champ doré qu'on appelle bayadère. C'est quand il est à la fois jaune et gris. Le champ doré, comme le Villebois, ont ces deux couleurs. Et parfois dans la carrière, selon les bancs, vous avez ce qu'on appelle du bayadère, donc mélangé. Donc c'est assez extraordinaire que cette matière dont on dispose ici, celui-là, c'était montré. J'avoue que c'était un peu des fois, c'était voir tout ce qui était possible. On a envie de faire un trou en forme de fleur, qu'à cela ne tienne, est-ce qu'on peut? On le dessine et puis on a une entreprise qui sait le faire. Donc il suffit juste de se dire avec quel outil on va le faire, comment la cloche va pouvoir toujours s'appuyer sur de la matière, etc. Et c'est ces considérations-là sur les outils qui permettent un dessin. Et on s'aperçoit, en fait, on peut dessiner mais tout ce qu'on veut. Je me suis dit, mais est-ce qu'à un moment, on peut dessiner quelque chose qui ne sera pas possible? Bon, je ne suis pas allée assez loin dans les choses. Il fallait aussi répondre à des conditions, évidemment, de stabilité. Il ne fallait pas que ça bascule. C'était pour le public aussi. Donc, voilà. La chaise longue, avec les différents tracés basés sur tout un tas de tracés régulateurs, des tâtonnements aussi, parce que faire une chaise longue, ça suppose aussi la courbure, etc. Donc c'était une première. Mais pour voir, c'était intéressant là de voir comment elle sort du bloc, en fait. Et là, celui qui l'a fabriqué, il me dit, c'est pas parce que c'est courbe que c'est plus cher, c'est coupé au fil. Donc que j'aille tout droit ou que je suive une courbe, donne-moi ton dessin et la machine, elle suivra ton dessin, en gros. Donc voilà, il n'y a pas de limite quelque part. Ça, c'était l'idée de faire des gabions en bois et en pierre. Et ça formait un bar, accessoirement. Là aussi, encore, on range des bouteilles et des verres. Il y avait un élément à côté qui était signalétique aussi, avec de la pierre sur nid d'abeille pour avoir de l'éclairage. Donc voilà, ça mettait en valeur à la fois les pierres et les savoir-faire des entreprises. Et ensuite, on a fait cette année, pour l'édition de 2019, on a fait une table qui fêtait aussi l'IG, donc ce travail sur l'indication géographique des pierres de Rhône-Alpes. Donc c'était 7 éléments de pierres, tous identiques, mais avec des pierres différentes, et des pieds en bois, du chêne de l'Isère aussi.
Et donc, cet ensemble formait une table de 4,20 m de long. Donc, on comprend aisément qu'on peut la faire plus longue, plus courte, un peu à la demande. Voilà. Et c'était une table qui était aussi exposée à Rocalia pour mettre en valeur l'association Ronapi. Et enfin, donc, le traditionnel n'est pas ce que vous croyez. C'est un projet de halle qui a été livré en 2017 dans toujours un village du Beaujolais, décidément. Beaujolais vert, la Mure-sur-Azergue. Donc, c'est un concours aussi gagné. Le premier concours que j'ai gagné, 3 minutes, promis. Donc, la halle de la mairie. Et le maire, qui était très engagé dans la filière bois, là-bas, les forêts d'Azergue, en fait, sont des forêts de Douglas. Le maire avait mis dans l'appel d'offres qu'il voulait que le projet valorise la filière bois. Donc nous, on a fait partie des 3 architectes retenus à concourir. Et on s'est dit, une halle, c'est certes en bois, mais c'est en pierre et en bois. Et donc, on va valoriser la pierre locale, le bois local. Et la particularité de cette halle de la mairie, c'est qu'elle n'est pas sur un sol habituel. Elle franchit la rivière, donc la Zergue, qui passe à côté de la mairie. Et donc rivière franchie par un pont fait par la DDE il y a 20 ans, mais on avait perdu toute trace du dossier. Donc, de toute façon, le bon sens voulait qu'on aille chercher, évidemment, les culées, les appuis de la halle, au-delà des culées du pont, évidemment, quelles que soient ses caractéristiques. Donc ça, ce sont les planches du concours avec le principe constructif. L'envie aussi qu'à travers une grande quantité de bois, on retrouve un peu la lumière des forêts. Moi, je m'étais dit, les forêts de Douglas, c'est aussi le soleil qui passe à travers des quantités de branchages, d'épaisseur, et qui vient scintiller sur le sol. Et si on retrouvait ça dans cette halle, bon, c'est des volontés de concours, ça, hein, d'images de synthèse, où on fait des petits points de lumière dans le sol. L'idée aussi, c'était de couvrir le bois avec de la pierre, avec des dalles de pierre, et puis au sommet, des dalles de verre. Le même principe en verre pour rappeler la rivière qui passe dessous, et puis pour sans doute apporter aussi un peu plus de lumière, c'est ce qu'on a pensé. Donc voilà, la réalisation. Le soleil, effectivement, passe à travers le bois, vient sur le sol. Ça, c'est toujours des images de synthèse. Coupe encore dans le sens de la rivière. Et ce mode constructif, donc, des piliers en pierre qui portent une charpente de bois, qui portent des tuiles en pierre ou en verre. Voilà. Donc, je passe un peu vite les photos. Les piliers, c'est de la pierre de Villebois. Ici, ceux de la pergola, ce que je n'ai pas dit, mais là, c'est halle plus pergola le long de la façade de la mairie qui faisait 21 mètres. Ici, on est sur des monolithes qui font 3,60 m. 30 par 30 pour la pergola et une base d'1,05 m pour la halle. Donc je passe un peu vite. Voilà, on retrouve ce principe. La pierre qui porte le bois, qui porte la pierre, pour la halle comme pour la pergola. C'est le même principe décliné plus sobrement, on va dire. Enfin, on retrouve ici les grandes dalles, le même principe pour la pergola, avec des grandes dalles évidées, inclinées, qui ensuite emmènent l'eau vers un chenot qui est contre la façade de la mairie. Voilà, ça c'est vu de la mairie, donc sur la toiture de la pergola, vue du dessous, vue des écailles. Alors selon comment on regarde et selon la hauteur, on voit soit une carapace de pierre, soit en dessous un cœur en bois. Donc c'est le dur, le tendre. Et toutes les eaux, donc j'ai parlé des eaux de pluie là tout à l'heure, toutes les eaux sont recueillies en un seul point, qui est la gargouille ici. C'est une gargouille qui vient jeter l'eau dans la rivière. Donc pas de descente d'eau pluviale, pas de complications. Et donc la charpente, elle est faite de 17 fermes moisées. Alors on franchit 16,50 m avec comme section maximale du 18 par 12. Encore Philibert Delorme peut-être, des petits bois. En fait, c'est le principe des fermes formant chevron. Donc on a du 12 par 12 et 12 par 18 pour franchir les 16,50 m.
Et on a cette géométrie qui permet de faire cet effet de voûte, qui sert à la fois de contreventement, puisqu'on va retrouver la plus grande inertie des triangles aux extrémités, et puis plus de volume au centre. Et puis, pour des questions d'intériorité, d'acoustique et d'ambiance, on augmente la hauteur à l'intérieur. Voilà. Bon, tout un travail aussi sur l'éclairage, l'idée de trouver un peu le côté lanterne magique. D'un point de vue stabilité des piles, on a des bancs contreventants qui sont aussi en pierre. Donc voilà. Les provenances des matériaux, donc la mûre, c'est le rouge là ici. Le bois vient d'à côté, la pierre, elle vient d'ici à 100 km et le verre vient de la Chartreuse de Voiron. Voilà. La pierre de Montalieu, c'est donc un calcaire marbrier très dur qui a cette caractéristique d'avoir des stylolites tous les 15 cm environ. Et on voit comment les piliers ont été débités en carrière, transportés, levés sur place. Donc on était aussi, je précise, la mairie n'était pas fermée, elle est restée en fonctionnement. La perception était aussi au rez-de-chaussée, donc on est en plein cœur de village, donc il fallait aussi un chantier court, pas trop de nuisances. Donc voilà, piliers posés directement sur le sol existant, à la barbotine, avec 2 goujons. Alors on a eu une observation de l'ingénieur structure qui n'était pas levé en fin de chantier. Je veux le PV de la barbotine. Le PV de la barbotine, vous imaginez. Donc à la fin, comme ça restait encore un truc qui traînait à la fin du chantier, j'ai dit à celui qui a posé la pierre, écoute, fais une attestation sur papier en tête, je sous-signais, nanana, parce que comment on trouve le PV de la barbotine, quoi. Enfin bref. Donc charpente, je vais passer très vite, les tuiles. Pour les tuiles, c'est pareil, on a fait un essai en laboratoire parce que bureau de contrôle et ingénieurs ne pensaient pas que ça tiendrait. Ça coûte 400 €, donc ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Et pour 400 €, on a eu un test sur 3 pierres en situation avec la panne des lardets, les vis, etc. Et la résistance a été de 160 fois plus que ce qui était demandé par rapport à la charge de neige, etc. Donc ça vaut le coup pour 400 € d'être tranquillisé. Et donc ce banc recto-verso, il est utilisé des 2 côtés, a ce rôle donc de stabilité. Vous avez remarqué que toutes les pierres ont un trou, les poteaux, le banc. On m'a dit, tiens, tu as fait ça pour faire joli. Alors j'ai dit, non, en fait c'est pour le lever. Vous avez vu comment les piliers étaient levés, on passait des sangles à travers. Donc c'est d'abord pour le levage, c'est ensuite pour montrer que c'est en pierre. Parce qu'il n'y a rien de tel que de percer à travers pour voir comment c'est dedans. Et donc on m'a souvent dit, et puis c'est vrai que cette pierre de Villebois, elle ressemble un peu au béton. Alors on dit mais non, c'est pas de la vraie pierre. Il y a des gens qui grattaient pour voir et tout ça. Et donc en fait, le fait de trouer permet de ne pas mentir sur comment c'est. Et enfin, c'est pour l'usage, c'est-à-dire que la mairie, elle met ses guirlandes, elle met ses banderoles, elle met ses géraniums selon la période de l'année. Donc voilà la lanterne. Et juste pour, je termine avec cette diapo. C'est un projet qui pèse 86 tonnes, c'est-à-dire 2 tonnes de verre, 26 tonnes de bois et 58 tonnes de pierre. Et alors 86 tonnes, donc là, elle recouvre 250 mètres carrés. 86 tonnes avec le coût de construction plus les honoraires. J'ai rajouté la matière grise dedans, ça fait 2,50 € le kilo, pour vous donner un ordre d'idée, y compris les honoraires, donc la matière grise. Voilà. Je vous propose de terminer avec ça. Merci. Merci Elisabeth. On a que 5 minutes pour les questions. Rapidement, une question de détail architectural. On est dans le monde du réseau, on vit dans le réseau. Alors, comment on déploie les réseaux dans ces logements en pierre, dans les murs, réseau électrique, réseau eau chaude, eau froide? Est-ce que c'est à l'extérieur ou bien on creuse les murs en pierre ou on le fait dans les cloisons et pas dans les murs en pierre massif? Comment ça se fait?
Pardon, il y a les réponses dans tout ce que vous avez dit. Ça dépend. En fait, ça pose pas de. Souvent, quand on dit qu'on construit en pierre, les gens se posent des questions qui ne se posent pas avec les autres matériaux. Si on fait de l'ossature bois, on a les mêmes questions. Où est-ce qu'on passe l'eau? Où est-ce qu'on passe l'électricité? Et on trouve une solution. Pour la pierre, on a aussi plusieurs alternatives. Soit on passe en apparent, effectivement, ça suppose d'être très soigneux, ou ça suppose que ce soit pour, par exemple, des caves viticoles ou des bâtiments plutôt industriels, évidemment. Dans du logement, on a souvent un doublage, donc il suffit d'être astucieux et puis de prévoir les passages dans les doublages ou dans des gaines appropriées ou avec des saignées. Alors, j'ai pas montré ces choses-là parce que par manque de temps. Mais voilà, c'est tout à fait réalisable de faire une saignée dans la pierre, de passer ce qu'on a à passer et de reboucher ensuite avec du joint. Ça suppose de travailler avec précaution, ce qu'on ne fait pas toujours avec le placo, parce qu'après, on cache un peu la misère. Voilà. D'autres questions? Il nous reste 2-3 minutes maintenant. Là, il y a une question là-haut. Oui. Vous êtes désavantagé en haut, effectivement, parce que je n'ai pas le temps de monter. Non, mais alors c'est vrai qu'on a parlé de maçon peut-être de façon un peu générale, mais un maçon faisait quoi avant? Poser de la pierre. Voilà, donc ça s'adresse, et les halles ont été posées par un tailleur de pierre. Je précise que vous connaissez. Donc voilà, il n'y a pas de restriction sur. Et comme je le disais, même si l'entreprise a tout simplement jamais fait, parce qu'il faut toujours une première fois, ce sont des choses quand j'ai dit que ça supposait pas de qualification particulière, c'était pas péjoratif à l'égard des tailleurs de pierre, pas du tout. Alors ça me permet peut-être de préciser ce point. Ça veut simplement dire que ça fait appel à des choses similaires même au béton ou à la brique. Qu'est-ce qu'on fait? On pose des éléments de niveau, on fait des harpages, on croise les joints, etc. Donc c'est le bon sens constructif qu'on applique. Finalement, c'est comme du béton préfabriqué, c'est comme installer des banches. Voilà, on a de la manutention, du levage, voilà, on dispose des choses de manière rigoureuse pour le chantier. On fait du jointoyage, enfin des choses qui sont tout à fait classiques pour un maçon et à la portée de tout le monde. Alors, et ça peut aussi être une entreprise de taille de pierre, c'est fréquent en tout cas dans nos chantiers. Avec plaisir. Merci pour cette question aussi qui était pas une question en fait, qui était un rappel. C'était pour faire coucou. Ouais. Merci beaucoup, Elisabeth. On va donner la parole maintenant à Loïc Richalet. Et avant-dernière intervention de l'après-midi. Donc Bien vu pour les applaudissements.